Bonjour, je commence par un résumé pour ceux qui sont pressés. Cette vidéo vous explique pourquoi, face à l'épidémie de Covid-19 et ses différentes vagues, la fermeture des frontières de la France aurait été et peut toujours être une solution utile et nécessaire, bien qu'imparfaite et en soi seule insuffisante. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution unique, parfaite et suffisante contre cette pandémie. La fermeture des frontières est un instrument crucial, mais qui a été écarté à tort ou pratiqué trop tard, pas assez longtemps et peu sérieusement par le gouvernement français. Et cela est dû à des raisons non pas pragmatiques et scientifiques, mais avant tout idéologiques. Nous avons donc raison d'en vouloir à Emmanuel Macron et ses gouvernements, Philippe et Castex, car ils sont responsables, non de la maladie en elle-même, mais de l'ampleur du désastre en France. Passons maintenant à la vidéo, qui sera un audio pour l'essentiel. En ce mois de novembre 2020, nous voilà reconfinés. En décembre dernier, un virus sortait en Chine à partir de on ne sait pas. Le 23 janvier, la Chine a mis en quarantaine Wuhan et plusieurs autres grandes villes. En France, hashtag il y aura rien. Enfin si, des affichettes dans les aéroports. En février, l'épidémie arrivait en Italie. En France, toujours, hashtag il y aura rien. Le 22 février, plusieurs communes de Lombardie étaient mises en quarantaine. En France, il y aura rien toujours. Ah si, le gouvernement lançait le stade 1, puis 2 du plan Orsan, puis le stade 2,5, 2 3 quarts, puis vint le stade 3 et le 11 mars, au cours duquel Emmanuel Macron annonça un confinement qui devait durer 8 semaines. L'économie était à terre, mais la courbe de l'épidémie était aplatie, moyennant plus de 30 000 morts attribués à la Covid-19 dans cette première vague. Le 11 mai arriva le déconfinement, ou presque. On revint à la liberté avec les masques, les gels, la distanciation sociale, ou pas. Mais à part ça, l'épreuve était passée. Sauf que pas tout à fait. En juillet, il y avait toujours des grappes épidémiques, ou clusters en bon français. Courant août, on s'inquiétait un peu de la remontée du nombre de cas. Les préfets resserrèrent la vis au mois de septembre par de nouvelles interdictions. Pendant ce temps-là, les services de réanimation s'engorgent. Et finalement, le 14 octobre, c'était le couvre-feu. Et 2 semaines plus tard, à nouveau le confinement, plus ou moins aménagé. Face à ce nouveau coup de massue, la majorité des Français semblent résignés. Pour précision, je note qu'au moment où je fais cette vidéo, la France déplore plus de 40 000 morts attribuées à la Covid-19. Le discours que beaucoup de gens acceptent et diffusent est le suivant. Le confinement, c'est bien malheureux, mais il n'y a pas d'autre solution. On n'en serait pas là si les Français avaient respecté les gestes barrières. Emmanuel Macron a le courage de prendre des mesures difficiles mais nécessaires. Sauf que non en fait. Et c'est justement ce discours que je me propose de combattre dans cette vidéo. Alors, je vais être clair. Je ne vais pas vous dire que le coronavirus ou l'épidémie n'existe pas. Je ne vais pas non plus vous dire que les chiffres sont faux. Le nombre de cas positifs est sous-estimé, mais tout le monde le sait, car il n'y aura jamais assez de tests. Je ne vais pas vous dire qu'il existerait un traitement miracle caché, car je n'en sais rien. Sur ces points, je vais me ranger au discours dominant, car je ne veux simplement pas traiter ces sujets dans cette vidéo. Je ne vais pas vous dire aussi que l'on aurait pu totalement éviter cette situation. Et ce, pas nécessairement en fliquant davantage la vie quotidienne des gens. Il y a de nombreuses manières de réduire la propagation du virus et aucune n'est parfaite. Comme l'illustre un schéma qui a fréquemment circulé sur les réseaux sociaux, en forme d'émental, il y a de nombreuses couches de mesures que l'on peut faire pour filtrer la propagation de l'épidémie, et toutes ces couches ont des trous, d'où la métaphore de l'émental. Que ce soit la distanciation sociale, les masques, les gels, le télétravail, aucune mesure en elle-même n'empêche totalement la transmission du virus. Mais vous remarquerez qu'il y a une mesure qui manque souvent sur le schéma fromager qui circule sur les réseaux sociaux. Vu que, comme vous, je n'aime pas les devinettes, je vais vous donner la réponse tout de suite. La France, l'Italie et la Chine sont 3 pays différents. Et entre des pays différents, il y a des frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes. La question que nous devons tous nous poser est: pourquoi n'a-t-on pas, le plus tôt possible, fermé les frontières avec la Chine dès que celle-ci mettait plusieurs villes en quarantaine, soit les 23 et 24 janvier? Et dès que l'Italie a pris ses premières mesures le 22 février dernier, pourquoi n'a-t-on pas fermé les frontières avec l'Italie? C'est facile de refaire l'histoire après coup. Mais au moment même, personne n'en parlait. En fait, si. On en parlait dès les jours qui ont suivi les premières mesures de confinement dans certaines villes en Italie. Et c'était pas n'importe qui en parlait. Pas 3 pèlerins sur leur blog ou sur leur page Facebook. Non, dès le 22 février, Éric Ciotti, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, demandait des contrôles renforcés à la frontière italienne. En réponse, le 25 février dernier, Olivier Véran était interrogé sur RTL. À la question de la fermeture des frontières avec l'Italie, il répondait que ce n'était pas possible puisque nous sommes dans l'espace Schengen. Ah oui, on peut passer d'Italie en France en passant par un autre pays.
Eh bien, dans ce cas-là, il fallait fermer la totalité des frontières européennes de la France. Mais bien entendu, l'Union européenne avait prévu le coup. Et la Commission européenne rappelait qu'une fermeture des frontières devait se faire après concertation entre pays de l'espace Schengen pour pouvoir fermer les frontières une fois que cette mesure semblait proportionnée par rapport au risque. De toute façon, dans une situation pandémique qui s'aggravait de jour en jour sur un mode probablement exponentiel, le simple fait de prendre des jours pour demander à d'autres gouvernements européens si on pouvait fermer nos frontières avec eux était une prise de risque insensée. Alors qu'au pire, une fermeture qui se serait révélée inutile et prématurée n'aurait duré au plus que quelques semaines et aurait marginalement perturbé l'économie nationale. Vu la situation en Chine à la fin du mois de janvier et les mesures de protection, dont l'interruption des voyages avec la Chine ou du moins le contrôle des voyageurs, voire la mise en quarantaine des voyageurs venant de Chine ou du moins de Wuhan, que prenaient certains pays proches de la Chine, comme Taïwan par exemple, on pouvait largement se dire qu'il fallait tenter la fermeture des frontières, surtout après que le virus soit arrivé sur le sol européen. C'est plus compliqué en réalité, on ne peut pas mettre un policier sur chaque mètre de nos frontières. Pas besoin. La France métropolitaine a 3000 km de frontières terrestres. En faisant un calcul de coin de table, on peut se dire qu'avec 100 ou 200 mètres par personne, il suffirait de 15 000 ou 30 000 individus pour contrôler nos frontières. Et la France a 57 000 réservistes potentiellement mobilisables. En fait, un nombre bien inférieur de personnes aurait été nécessaire, car l'essentiel des flux de personnes entre la France et ses voisins passe par le train, les autoroutes, l'avion ou les lignes navales. En 24 ou 48 heures, l'essentiel de ce trafic international peut être stoppé par l'État, simplement fermant les aéroports, les gares ou les ports. De plus, la France est un pays magnifique dont l'essentiel du pourtour métropolitain est couvert de frontières naturelles. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, le Rhin, la Méditerranée, l'Atlantique ou la Manche. La plupart de nos frontières terrestres sont en fait faciles à surveiller, car les points de passage routiers larges y sont en nombre assez restreint. Seule la frontière du nord-est, avec la Belgique, le Luxembourg et une partie de la frontière allemande, ainsi que quelques points de passage comme Bâle, Genève, Nice, Perpignan ou la métropole Bayonne-Biarritz, sont réellement complexes à bloquer. Mais quelques milliers, ou pire quelques dizaines de milliers de personnes y auraient suffi. Fermer les frontières, cela ne sert pas à grand-chose, car cela n'empêchera pas le virus de passer. On se rappelle de cet argument du président disant que les virus n'ont pas de passeport, un argument qui est une véritable insulte à l'intelligence. Un enfant aurait pu lui répondre que les gens qui portent le virus, eux, ont des passeports et qu'on peut les empêcher de voyager. Répétons-le, la fermeture des frontières, comme toute autre mesure, est imparfaite, mais certainement pas inefficace, et beaucoup de pays l'ont appliquée. Mais justement, il me semble bien qu'Emmanuel Macron a fait fermer les frontières pendant le confinement, non? Alors oui, il l'a fait, officiellement. Mais le 16 mars seulement, autrement dit quand l'épidémie avait déjà largement infesté la France. Le 21 février, la France comptait officiellement 20 cas de Covid-19. Le 16 mars, nous étions à plus de 6600. Et vu la faiblesse des tests, la réalité était sans doute bien au-dessus. Mais surtout, Macron a accepté la fermeture des frontières quand tous les autres pays européens l'avaient déjà décidé. Certains pays, pourtant moins touchés que nous, comme le Danemark ou la Pologne, ont clos leurs frontières dès les 13 et 14 mars. Après le confinement, les frontières françaises ont été réouvertes avec les voisins européens à la mi-juin, et c'est important pour la suite. Mais comment peux-tu savoir que c'est efficace? C'est simple, les pays qui ont, entre guillemets, bien géré l'épidémie, voire qui l'ont très bien gérée, ont presque tous appliqué cette solution. Il y a d'abord eu Taïwan, qui a été un des premiers pays à contrôler les passagers en provenance de Wuhan, puis à interrompre les flux avec la Chine fin janvier. Le Vietnam, qui a pourtant une frontière terrestre avec la Chine, l'a fermé dès février. On cite aussi la réussite de la Nouvelle-Zélande, ce pays qui est déjà l'un des plus isolés du monde géographiquement, joignable uniquement par avion pour l'essentiel des transports, a fermé ses frontières fin février. On parle aussi souvent de l'Australie, très rigorée sur ses confinements. Mais ce pays, qui au mois d'octobre 2020 a eu moins de 1000 morts de la Covid-19, est à peu près aussi isolé géographiquement que la Nouvelle-Zélande. Et la plupart des Australiens vivent dans 6 grandes zones urbaines qui sont distantes entre elles de centaines de kilomètres, entre Melbourne, Sydney, Perth, Adélaïde ou Brisbane. L'Australie a aussi donc restreint les voyages entre ces États, mais a aussi restreint les voyages, voire même bloqué les voyages avec le reste du monde, et ce jusqu'à 2022. Il faut savoir que l'Australie a connu une première vague, comme tous les pays du monde, mais la deuxième vague en Australie n'a eu lieu quasiment que dans un seul État, l'État de Victoria, celui où se trouve la ville de Melbourne, alors que les autres États ont globalement été quasiment épargnés par la deuxième vague, ce qui montre, au passage, que les frontières intérieures fonctionnent. On oublie aussi de parler d'un territoire qui est actuellement français et dont il faut souhaiter qu'il le reste, et qui n'a eu qu'une vingtaine de cas de Covid-19 et 0 mort. Je parle de la Nouvelle-Calédonie, dont le salut vient justement également de l'isolement géographique. Plus au nord, le Japon a également fermé ses frontières et n'a eu que quelques centaines de morts.
pour une population qui est le double de celle de la France, plus urbanisée, plus dense et plus âgée, donc une population plus à risque. Enfin, la Corée du Sud, elle, n'a pas vraiment eu besoin de fermer ses frontières, ni même de pratiquer de confinement généralisé, car comme d'autres pays asiatiques, elle a contrôlé rapidement les personnes qui arrivaient sur son territoire, puis a détecté et isolé les contaminés. Il faut dire que la Corée du Sud est de facto une île par rapport à la Chine, elle est séparée de la Chine à l'ouest par la mer de Chine septentrionale, et au nord, elle est séparée de la Chine par cette barrière non naturelle qui est la Corée du Nord. Mais la Corée du Sud avait aussi une industrie de tests, et comme plusieurs pays asiatiques, elle avait été entraînée à ce genre de situation par les précédentes épidémies de type SRAS, au cours des années 2000 et 2010. À défaut d'être aussi préparé que ce pays, il fallait être encore plus strict sur la fermeture des frontières, en interrompant purement et simplement la grande majorité des voyages. Aussi, quand bien même la fermeture des frontières nationales n'aurait pas suffi à empêcher le virus d'arriver en France, une autre mesure aurait été la création temporaire de frontières intérieures. Autrement dit, interdire les voyages entre différentes régions. Au minimum, il aurait fallu isoler l'Île-de-France, l'Alsace-Moselle et les agglomérations lilloises, lyonnaises et marseillaises, soit les territoires les plus touchés en mars. Là encore, ce que je dis n'est pas une idée inventée à l'instant, sortie de ma poche. C'est tout simplement ce que la Chine a fait pour stopper l'épidémie, mais c'est aussi ce que d'autres pays ont fait en restreignant les voyages à l'intérieur du pays, comme l'ont fait l'Australie ou par exemple la Finlande, entre la capitale Helsinki et le reste du pays. À la fin du mois de janvier, la Chine avait isolé plusieurs villes totalisant 45 à 56 millions d'habitants. Ça peut sembler énorme, mais c'est en fait 3 à 4% de la population chinoise. Donc tu soutiens le régime totalitaire chinois? Pas du tout, mais en l'occurrence, ils ont agi efficacement. Et de fait, nous avons fait plus ou moins la même chose en France avec le confinement. Parce que le confinement, ça revient à mettre des frontières entre tout le monde. Sauf que Emmanuel Macron a réagi trop tard, et nous avons donc dû prendre ces mesures de confinement généralisées. Et en quoi la fermeture des frontières aurait-elle aidé les pays européens, qui ont tous été frappés par l'épidémie? Les pays qui ont le plus subi la pandémie sont aussi ceux qui, entre autres, n'ont pas fermé leurs frontières à temps. Ceux qui ont le moins subi l'épidémie en Europe sont des pays isolés géographiquement, mais qui ont aussi fermé leurs frontières, comme l'a fait la Norvège dès le mois de mars, alors qu'elle était pour l'instant très peu touchée. La Norvège a aujourd'hui moins de 300 morts à déplorer sur toute l'année, ce qui ferait, à l'échelle de la France, un peu plus de 4000 morts, au lieu de plus de 40 000. Mais surtout, il faut voir que les épidémies, comme toujours, ont un parcours géographique. On sait que l'épidémie est venue de Chine. Certains cas sont venus directement de Chine en France par avion. D'autres sont arrivés d'Italie. Mais en Europe, l'épidémie globalement a progressé depuis l'Italie du Nord fin février, puis a remonté ce qu'on appelle la mégapole européenne, qui va de l'Italie du Nord à l'Angleterre, en passant par la Suisse, par l'Alsace, par l'Allemagne de l'Ouest et par le Benelux. C'est pour cela que la Belgique, l'Angleterre et l'Italie du Nord ont été les territoires les plus frappés en Europe, avec l'Alsace-Moselle et l'Île-de-France, qui est aussi un territoire très connecté à cette fameuse mégapole européenne. En Allemagne, les Länder les plus touchés sont ceux du sud et de l'ouest rhénan. La véritable exception dans ce parcours européen du coronavirus est l'Espagne, qui est un autre pays parmi les plus touchés. Maintenant, parlons de la deuxième vague que nous subissons actuellement. La plupart des pays européens ont mis en place des confinements au cours du mois de mars et ont déconfiné par étapes depuis le début de mai jusque vers début juin. Le nombre de nouveaux cas et de décès était devenu très bas en juin, juillet et août. Mais ça ne va pas durer comme on le sait. Deux hypothèses ont été lancées pour expliquer l'explosion de la seconde vague à l'automne. Il y a eu la baisse des températures qui permettrait au virus de se répandre plus facilement. Alors, c'est une hypothèse qui n'explique pas du tout pourquoi cette seconde vague prend en fait naissance au mois de juillet et plus précisément au sud de l'Europe. L'autre hypothèse, que vous avez tous entendue, est que les populations n'ont pas assez respecté les gestes barrières, la distanciation sociale, ni assez bien porté le masque. C'est bien entendu en partie vrai, sauf que c'était inévitable. Non seulement la fin du télétravail pour la plupart des salariés allait fatalement s'accompagner d'une promiscuité accrue dans les transports et donc de davantage de contamination, mais en plus, la population allait fatalement se lasser de la discipline sanitaire qui lui était imposée. Le problème n'est pas de savoir si cela est bien ou pas, c'était ce qui allait arriver. D'une manière générale, en démocratie, quand vous vous retrouvez à engueuler la population, alors vous avez perdu, et votre démarche est un échec. De plus, le déroulement de la seconde vague en Europe montre bien qu'il ne peut sans doute pas s'agir que d'un problème de discipline des populations. La raison en est que si les États européens ont déconfiné à peu près en même temps, l'épidémie n'a pas redémarré partout en même temps. Et rappelons aussi que l'une des hypothèses qui expliquait l'arrivée potentielle d'une seconde vague, hypothèse qui avait été formulée au printemps, était que la contamination reviendrait en Europe en provenance des Amériques, en particulier de l'hémisphère sud, puisque, là encore pour reprendre l'hypothèse des températures,
Les températures sont plus basses de juin à août dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Or, la zone la plus touchée par l'épidémie dans l'hémisphère sud, c'est l'Amérique latine. On peut penser au Brésil en particulier, mais ce n'est pas le seul pays. Il y a aussi les États-Unis d'Amérique dans l'hémisphère nord. Et ce n'est peut-être pas un hasard, puisqu'on parle d'Amérique latine, si l'Espagne a été le premier pays européen qui a connu une résurgence de l'épidémie au mois de juillet. L'Espagne a sur son sol plus d'1 million d'immigrés latino-américains qui ont des contacts avec leur pays d'origine. Et au passage, des voyageurs, touristes ou migrants espagnols ont également contribué à propager l'épidémie au printemps vers des pays d'Amérique latine. Ce n'est peut-être pas la bonne explication de la reprise de l'épidémie en Espagne en plein été, que cette explication par les flux entre l'Espagne et l'Amérique latine. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les frontières de l'Espagne avec l'Europe, en particulier entre l'Espagne et la France, étaient réouvertes. Le tourisme espagnol a, comme pour tous les autres pays européens, été dévasté en 2020. Selon les statistiques officielles du secteur en Espagne, le pays a accueilli en juin, juillet et août seulement un quart des touristes qu'il recevait à la même époque en 2019. Mais la baisse fut moins importante pour les touristes français. En juillet et août, près d'1,5 million de voyageurs partirent de France vers l'Espagne et il y en eut probablement moins dans le sens inverse, mais ces chiffres sont largement suffisants pour expliquer un transfert, ou plutôt une réalimentation du virus vers la France en provenance d'Espagne. Alors certes, ce n'est pas forcément la seule explication de la reprise de l'épidémie en France qui commença dès la fin du mois de juillet, soit un peu après l'Espagne. Mais d'autres indices existent. On a remarqué que les contaminations pendant l'été en France concernaient des populations plus jeunes que celles qui avaient été testées positives au printemps. Certes, au printemps, on testait trop peu en France, mais le fait que beaucoup de Français d'âge médian ou jeune soient positifs indiquait que les causes potentielles de la transmission pouvaient être les suivantes. Alors, par exemple, les jeunes font la fête, ils vont dans les bars, ils sortent, certes, mais ils voyagent aussi. Et les gens d'âge médian aussi voyagent. Un autre indice est la progression des cas positifs en France de fin juillet à fin septembre, sur le plan géographique. Quand on regarde les cartes qui sont mises à disposition par plusieurs sites journalistiques, on remarque que l'épidémie reprend d'abord dès fin août dans les grandes agglomérations. Elle atteint un niveau vraiment perceptible dans les grandes agglomérations, l'Île-de-France en premier lieu, mais aussi dans les métropoles régionales, en particulier dans la moitié sud de la France. Cela résulte sans doute du contact social suite au déconfinement. Mais les habitants des grandes métropoles sont aussi ceux qui ont les moyens de voyager. Par la suite, l'épidémie a gagné les départements de province pendant le mois de septembre. Au début d'octobre, la seconde vague est devenue beaucoup plus visible. Géographiquement, on remarque qu'en plus de l'Île-de-France et du département du Nord, donc avec l'île, la moitié sud de la France a été la plus touchée, en particulier la zone méditerranéenne et la vallée du Rhône, donc en gros à peu près entre Toulouse jusqu'à Marseille et Lyon. Autrement dit, c'est la zone de circulation entre l'Espagne, l'Italie et la région parisienne. Pendant qu'elle prenait de l'ampleur en France, l'épidémie continuait son bonhomme de chemin en Europe occidentale. Après la France, elle est arrivée en Belgique, et ensuite elle a circulé au Royaume-Uni qui a eu sa deuxième vague, et ensuite vers l'Italie et l'Allemagne. C'est donc globalement un parcours du sud-ouest au nord-est que l'on a vu. Rajoutons à l'appui de cette hypothèse d'une origine espagnole de la seconde vague, un article de Science et Avenir paru le 6 novembre et qui annonçait la découverte d'une variante du virus, je dis bien variante, pas mutation, qui se serait développée en Espagne et qui aurait été conviée dans le reste de l'Europe par des travailleurs agricoles en Espagne et par des touristes, donc cheminant entre l'Espagne et d'autres pays. Je vous donne la source de l'article dans la description de la vidéo. Mais cet article ne dit pas que l'extension de cette variante du virus au reste de l'Europe occidentale est la cause principale de la seconde vague, car cette variante du virus, parmi les tests, n'est pas le cas majoritairement identifié en France. Mais selon l'article, elle représenterait au moins 40% des cas d'infection analysés, contre 70% en Espagne. Mais rappelons aussi que, justement, il n'y a pas qu'une seule variante de virus SARS-CoV-2 en Espagne, et donc les flux touristiques ont pu charrier différentes variantes entre les deux pays. Il ne s'agit pas de dire que si l'Espagne avait été totalement coupée du monde pendant tout l'été 2020, il n'y aurait pas eu de seconde vague en France. Mais celle-ci aurait été plus faible, plus facile à contenir, et en particulier si on avait utilisé des frontières intérieures autour des grandes métropoles. Donc le parcours géographique de l'épidémie fait que la question devrait être immédiate. Pourquoi n'a-t-on pas, côté français, fermé les frontières avec l'Espagne dès la fin du mois de juillet? Ou même plus simplement, pourquoi ne pas avoir maintenu la fermeture des frontières tout au long de l'été, voire même de l'année? Vous avez compris. En n'utilisant pas cet instrument des frontières, Emmanuel Macron a sévèrement compliqué la situation de la France face à la deuxième vague. Répétons-le encore, cette méthode n'aurait pas été parfaite, car le virus était déjà présent en France dès le mois de février, voire avant.
Mais l'effet probable de cette méthode aurait avant tout été de ralentir l'épidémie. Et c'est le même objectif que celui du confinement, mais sans la restriction de toutes les libertés de déplacement, de travail et de loisirs. Remarquons aussi que lors de l'annonce du second confinement, Emmanuel Macron a refusé cette fois-ci de fermer les frontières françaises. On peut penser que, dans le contexte actuel, alors que le virus a déjà submergé une grande partie de l'Europe occidentale, la fermeture des frontières nationales n'aurait pas eu de sens. Mais c'est doublement faux. La fermeture des frontières est toujours utile dans un contexte de pandémie à plusieurs vagues. D'abord, en Europe, si un pays parvient à contrôler et réduire l'épidémie, l'ouverture des frontières peut faire que ce pays soit recontaminé par les autres pays européens où l'épidémie aurait été encore plus virulente. Ensuite, la fermeture des frontières, même alors que l'épidémie fait rage dans le pays, réduit la possibilité et l'intensité d'une nouvelle vague ultérieure. Alors, pourquoi refuser cette solution? Certes, il y a toujours un coût économique lorsque l'on isole un pays. Non seulement le secteur touristique souffre beaucoup, mais il faut aussi organiser des exceptions pour maintenir les importations de biens et de services essentiels. Il faut aussi trouver des solutions pour les travailleurs frontaliers. Cependant, tout cela reste moins dommageable pour l'économie que le confinement généralisé. Les frontières intérieures font que même si l'épidémie devient localement hors de contrôle, elle ne s'étend pas rapidement au reste du pays. Mais il y a une autre raison qui fait que Emmanuel Macron n'a pas activé cette méthode des frontières extérieures ou intérieures. Il ne l'a pas voulu, pour des raisons purement idéologiques. La fermeture des frontières est la contradiction complète de ce pourquoi l'Union européenne a été faite, créer un continent sans frontières, en attendant de créer un super-État. Certes, l'espace Schengen permet, dans des situations exceptionnelles, aux États membres de rétablir des contrôles et des interdictions d'entrée, après concertation, comme on l'a vu, donc ça veut dire que les États ne sont pas réellement souverains sur leurs frontières. Dans les faits, on l'a vu au mois de mars, lorsque des États veulent réellement clore leurs frontières, ils peuvent le faire, et ça peut même se faire assez rapidement. Mais dans le cas de la France, Emmanuel Macron a fait de l'Union européenne plus qu'un simple contexte, plus qu'un engagement de la France auquel il prétendrait adhérer par pragmatisme. L'Union européenne est son credo idéologique. Admettre une restauration unilatérale des frontières, et ce de façon hermétique par la France, avec une stratégie proprement nationale de lutte contre l'épidémie, serait pour Macron un démenti à son idéologie. C'est la principale raison que je vois pour expliquer l'attitude du président. Il nous avait prévenu dès le soir de son élection que nous mangerions de l'Europe, et nous en mangeons. Combien de morts aurait eu la France avec une fermeture précoce et radicale des frontières et avec des frontières intérieures éventuellement? Probablement pas 40 000. Aurions-nous eu une récession? Probablement, puisque l'isolement coûte, et la récession des pays voisins nous aurait touchés. Mais nous n'aurions peut-être pas eu une récession de 11% du revenu national, le fameux PIB, ce qui équivaut à 270 milliards d'euros en moins pour la France en 2020. Beaucoup de gens qui ne partageaient pas les idées d'Emmanuel Macron ont voté pour lui au second tour de la présidentielle de 2017 parce qu'ils le trouvaient plus compétent que son adversaire. La réalité est qu'Emmanuel Macron sait parler comme un cadre supérieur, il sait porter un costume, il a des soutiens riches et puissants, mais il n'est ni compétent ni pragmatique. C'est un idéologue brouillon dont nous avons vu 2 fois cette année qu'il a été dépassé par les événements, et nous en payons lourdement le prix. Pour terminer cette vidéo, il ne suffit pas de condamner Macron, il faut aussi voir comment on va s'organiser la vie dans un pays où le virus est déjà présent, dans un continent où il est présent sur les années à venir. Scientifiques et gouvernements envisagent clairement la stratégie dite du stop and go, c'est-à-dire des confinements et déconfinements à répétition jusqu'à ce que l'on ait trouvé un vaccin, ce qui justement en ce début du mois de novembre semble promis. Sauf que même un vaccin contre la Covid-19, même si cela serait salvateur, ne réglera pas tout, car d'autres maladies peuvent survenir. Il faut donc clairement envisager une alternative. Plutôt que des confinements nationaux généralisés qui deviendraient la norme, c'est peut-être la fermeture des frontières, comme l'a fait la Chine, qui doit devenir une nouvelle normalité, se produisant non pas tout le temps, mais fréquemment. Pour cela, il faut instaurer une loi qui impose au gouvernement le blocage des frontières dès qu'une situation telle que celle de janvier 2020 en Chine ou de février 2020 en Italie se produit. Et si cela mène à la sortie de l'Union européenne et de l'espace Schengen, allons-y gaiement. Il faudra repenser la place du tourisme et son fonctionnement dans cette économie, tout comme il faudra repenser l'importance des flux de marchandises internationaux. Mais cela sera peut-être l'objet de prochaines discussions. Nous sommes confrontés à un gouvernement qui a balayé d'un revers de main, sans réflexion sérieuse, la question des frontières et qui nous a mis dans une catastrophe. Ce gouvernement, et une partie des scientifiques qui pensent à tort ne pas faire de politique en s'exprimant en soutien à sa politique, préfèrent blâmer les citoyens pour leur indiscipline. On voit ce qui se passe dans un pays sans frontières. Il utilise le dernier instrument qui lui reste, le flicage de la vie intérieure. Il est très courant, depuis longtemps, d'entendre diaboliser les frontières comme une forme d'asservissement et d'enfermement. Mais cela n'est vrai que pour une minorité de gens qui veulent vivre en nomades internationaux. Pour la majorité des gens, des frontières bien maîtrisées et bien utilisées permettent notre liberté dans le pays. Voilà,
partagez cette vidéo, commentez-la, cliquez sur le pouce positif si vous l'approuvez en totalité ou en partie. Ce n'est que le début d'un combat politique à mener contre ceux qui nous ont emmenés dans cette situation. Bien sûr, je vous appelle finalement à respecter les règles sanitaires et obéir aux lois, mais vous n'êtes pas, en tant qu'individu et en tant que peuple, la cause du problème. Au revoir et peut-être à bientôt.